Ce dont je voulais vous parler, c'est des questions d'éthique, d'intégrité scientifique et de conflit d'intérêts dans la recherche partenariale. Alors je vais commencer peut-être par rappeler éthique et morale, parce que ce sont des notions que tout le monde connaît, mais je pense que ça vaut quand même le coup de rappeler un peu un certain nombre de choses sur ces notions-là. Alors qu'est-ce que c'est que l'éthique ? L'étymologie renvoie à mœurs, les usages des hommes en société. Mais en grec, ça renvoie aussi, et c'est très intéressant, à l'étable, plus exactement à un lieu où les animaux reviennent régulièrement. Ça peut être l'abreuvoir aussi. Ça lie donc l'éthique aux habitudes. On va revenir là-dessus parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, en latin, il y a un autre terme qui veut dire exactement la même chose, moral, morales, qui veut dire mœurs aussi. Et ça désigne aussi l'art de bien se conduire. Donc vous voyez, à partir des usages, la constatation de ce que font les hommes en société, on va en déduire un certain nombre de normes. Mais bien sûr, il y a une tension entre deux composantes. Et oui, ça court dans toute l'histoire, entre deux composantes de l'éthique ou de la morale, qui sont d'une part la tradition, l'autorité des anciens, et d'autre part l'individu, la volonté, son aspiration propre. On parle de la philosophie du logos, c'est cela. Et c'est important d'avoir ça en tête parce que les deux sont présentes. Là, je cite un ouvrage français plus tardif, les deux sources de la morale et de la religion, où il parle bien sûr de ces deux aspects. Et sur la notion de morale, en français, souvent ça évoque aussi cette description des mœurs. Là, j'ai pris par hasard un ouvrage sur ce qu'il appelle les morales du grand siècle, et il nous parle d'un certain nombre d'auteurs français qui décrivent la société de l'époque, avec différentes morales d'ailleurs, la morale héroïque de Corneille, la morale religieuse, la morale des sentiments. Oui, donc il y a à la fois la façon dont on se comporte, et quand on regarde par exemple La Rochefoucauld, il nous explique comment les hommes se comportent, avec pas mal d'amertume d'ailleurs, parce qu'il trouve que c'est pas bien, mais donc il y a toujours à la fois une prescription et une description. Et on va revenir là-dessus. Donc, morale et éthique, on l'a vu, c'est la même étymologie, donc ça devrait vouloir dire la même chose. Mais souvent les philosophes ont besoin de deux concepts différents. Et donc, ils vont dissocier un peu morale d'éthique. Je vais essayer de préciser ce que l'on a tendance à entendre par morale et par éthique. Mais disons que éthique, c'est plutôt lié à la Grèce, puisque j'ai dit que ça vient d'un mot grec. Et en tout cas en France, on associe la Grèce plutôt à la réflexion, à la pensée, à la philosophie. Tandis que la morale, c'est lié à Rome, qui est plutôt le pays du droit, de la loi. Et donc on a plutôt tendance à associer à éthique la réflexion philosophique et à morale ce qui seraient les règles. Alors pour les gens peut-être plus âgés, on se souvient qu'à l'école primaire, nous avions, les jeunes ne savent pas ça, mais tous les jours, on avait à la fin de chaque, vous vous souvenez, on avait une frise, et puis une leçon de morale. D'ailleurs, c'est peut-être pas ça qui a vraiment incité à s'occuper d'éthique. Donc j'ai dit Grèce, c'est la philosophie, la morale, c'est les légistes, plutôt la réflexion et les lois. Et j'ai dit la morale, c'est plutôt aussi la description, les mœurs, la tradition. Et donc on doit distinguer en réalité entre l'éthique et la morale, la prescription, ce que l'on doit faire, ce que j'ai dit tout à l'heure, et puis la description, ce que l'on fait. Et c'est important parce que, bien sûr, il y a souvent des confusions dans tout cela, et puis quelquefois il y a des gens qui vous disent « Ah, c'est la morale, c'est pas du tout l'éthique ». Bon, il faut chaque fois repréciser parce qu'on ne sait pas toujours très bien ce qu'on entend par là. Et je crois qu'il faut essayer de clarifier les choses plutôt que d'introduire de la confusion. Alors maintenant, je vous propose qu'on introduise une autre notion, l'éthique de la recherche. Pourquoi devons-nous parler d'éthique lorsque on parle de recherche ? Ce qui n'a rien d'évident, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi-même, pendant longtemps, en tant qu'informaticien, je pensais qu'il n'y avait aucun problème éthique lié à ce qu'on faisait. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas des problèmes éthiques liés à la recherche, mais il y avait les physiciens, je trouvais avec l'atome, par exemple, ils faisaient des choses qui m'effrayaient énormément, ou les médecins avec les expérimentations dans les camps nazis, ou les biologistes qui jouaient aux apprentis sorciers. Mais dans notre secteur, on pensait qu'on travaillait pour le bien de l'humanité, donc ça ne posait aucun problème. Alors,
je vais essayer de décrire ce qu'on entend par éthique de la recherche. C'est l'éthique d'abord de la pratique de la recherche. Dans l'activité du chercheur, il peut y avoir des façons de faire qui sont discutables. Par exemple, les expérimentations médicales peuvent être discutables, et d'ailleurs on a été très traumatisé après la Seconde Guerre mondiale lorsqu'on a appris ce qui s'était produit dans les camps d'extermination où des médecins avaient pratiqué des expériences sur le vivant qui n'étaient pas admissibles. Donc on doit, et ça a été le rapport Belmont qui jouait un rôle très important aux États-Unis. On a eu la même chose en Europe, en France, mais celui-là est souvent cité. 79, c'est très tardif, 79. Il y a eu les expérimentations avec en Asie. Après la Deuxième Guerre, le procès de Nuremberg a essayé de poser un certain nombre de principes, mais on s'est rendu compte dans les années 70 qu'il y a une expérimentation qui a été commencée aux États-Unis dans une prison, dans une université qui était proche, enfin, c'était pas une prison, c'était une université. Il y a eu aussi des expérimentations dans les prisons. C'était une expérimentation qui était faite sur des métayers noirs qui étaient pauvres, et on voulait savoir comment évoluer la syphilis sans traitement. On a commencé cette expérimentation dans les années 30. À l'époque, les traitements étaient très lourds, avec des métaux qui pouvaient poser pas mal de problèmes. Donc ça pouvait se justifier pour essayer de comprendre quel était le bénéfice et le risque du traitement. Le problème, c'est qu'on a continué cette expérimentation après les années 40, à l'époque où on avait un traitement qui était très efficace, qui était la pénicilline, et on l'a continué jusque dans les années 70. Ça a beaucoup traumatisé, on le conçoit. Et aux États-Unis, c'est ce qui a donné naissance au rapport de Belmont, où justement on insiste sur la transparence dans les soins, dans l'expérimentation, l'autonomie du patient, demander le consentement éclairé des patients, soit lors d'une expérimentation, soit lors des soins. Dans le cas du rapport de Belmont, c'était pour l'expérimentation. À partir des années 2000, en France, on a généralisé cette exigence de consentement éclairé aux soins. Et puis, le compromis coût-bénéfice, on doit respecter la personne, la dignité de l'individu, la justice, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas avoir un traitement expérimental qu'on applique qu'à des patients pauvres parce qu'il y a des risques, au contraire qu'à des riches parce qu'ils pourraient en bénéficier. Dans le cas de l'expérience que j'ai évoquée tout à l'heure, elle était faite exclusivement sur des métayers noirs pauvres avec un risque non négligeable. Vous voyez, toutes ces questions sont vraiment importantes. On doit s'assurer que le bénéfice l'emporte sur les risques. Donc ça, c'est le premier aspect, éthique de la pratique de la recherche. Il y a d'autres aspects, je les évoquerai tout à l'heure. Puis deuxième volet, l'éthique des applications des sciences. Qu'est-ce que, par exemple, l'intelligence artificielle, on en a parlé tout à l'heure, les questions de reconnaissance faciale, ça inquiète beaucoup de monde, ça ne veut pas dire qu'il faille les interdire, mais en tout cas, il faut poser un certain nombre de questions, ou les développements avec CRISPR-Cas9, qui permet de manipuler le génome ou la géo-ingénierie, etc. Donc ça, c'est un autre volet qui est important. Alors, à partir de ce que je viens de vous dire, donc, ces considérations éthiques, l'importance de ces considérations éthiques, on a essayé de les traiter dans les organismes de recherche ou les traiter au plan national. Et il y a différents types de comités d'éthique. Et je propose, pour clarifier là encore les choses, d'établir une typologie de ces comités d'éthique parce qu'ils ont des fonctions différentes. Peut-être que vous connaissez tout ça, mais j'ai l'impression quand même que ce n'est pas négligeable. Il y a des comités de réflexion. J'avais mis, bon, c'est pas grave, l'exemple des comités de réflexion, c'est le comité d'éthique du CNRS. Donc je l'ai présidé, je l'ai quitté le 30 septembre. Normalement, ce sont des mandats de 4 ans. J'ai fait un peu plus de 5 ans, donc je voulais que ça s'arrête. Enfin, c'était très intéressant, mais c'est normal que ça tourne. Donc ça, c'est un petit comité qui contient des scientifiques de toutes les disciplines. Toutes les disciplines, comme on est 13, ça ne fait pas toutes les disciplines du CNRS, mais disons qui essayent d'équilibrer entre sciences dures, sciences molles, physique, biologie, anthropologie, etc., pour donner une couverture assez large. Le CCNE, alors là, ce n'est pas un comité d'éthique d'organismes de recherche, mais un comité d'éthique national, le Comité consultatif national d'éthique des sciences de la vie et de la santé, qui a été
mis en place au début des années 80 par le président François Mitterrand et qui traite de questions auxquelles dans la société on est extrêmement sensible. Vous avez vu la révision des lois de bioéthique. Alors c'est pas lui, la révision a été votée par le Parlement, mais il a préparé la révision des lois de bioéthique. Il fait des rapports sur un certain nombre de sujets. Vous avez tout à l'heure entendu parler du CNPEN, Comité national pilote d'éthique du numérique. C'est parce que les questions du numérique sont si importantes qu'il a été décidé de mettre en place un comité d'éthique, pour l'instant sous l'égide du CCNE, avec l'idée peut-être que plus tard on va le pérenniser. Et on peut le pérenniser de plusieurs façons. L'une des idées, ce serait d'avoir un CCNE qui serait Comité consultatif national d'éthique, avec un volet sciences de la santé et de la vie et un volet numérique. Éventuellement plus tard d'ailleurs d'autres volets, par exemple sur le climat. La CERNA, donc c'est l'ancien CNPEN, qui était le comité d'éthique de la recherche. En fait, c'était le comité de réflexion sur l'éthique de la recherche du numérique d'Alisten. Alisten, c'est une alliance. Vous voyez ce que c'est les alliances vous savez, dans chaque grand secteur disciplinaire, il y a une alliance qui regroupe tous les organismes qui travaillent dans le même secteur. Donc, il y a Avicenne, je crois, pour les sciences de la vie. Donc, vous devez être peut-être plus lié à Avicenne. Et puis, donc, sur les sciences du numérique, il y a Alisten. Il y a Athéna pour les sciences humaines, etc. Il y a un comité qui regroupe l'INRA, l'IRD, le CIRAD, c'est un comité d'éthique qui est commun à tous ces organismes, qui était présidé par le regretté Axel Kahn, et qui maintenant est présidé par Michel Badret, etc. Voilà, tout ça pour vous dire, il y a un comité d'éthique aussi de l'INSERM. Donc tout ça pour vous dire, ce sont des comités de réflexion qui font des rapports généraux, qui ne traitent pas de cas particuliers. Il y a ensuite un deuxième type de comité qui sont des comités opérationnels d'éthique. Alors leur nécessité tient à ce qu'aujourd'hui, dans des projets de recherche de type européen, on a souvent besoin d'une certification. Ça vient d'une pratique qui a été imaginée aux États-Unis, lorsque la NIH ou la NSF finançaient des projets. Ils ne voulaient pas eux-mêmes avoir à traiter de questions d'éthique. Donc ils se sont dit que le plus pratique, c'était de demander aux organismes qui finançaient les chercheurs de labelliser, donc de prendre la responsabilité de la conformité éthique de ces projets. Ça veut dire par exemple qu'on s'assure s'il y a des expérimentations médicales qu'elles respectent les règles éthiques liées aux expérimentations médicales que j'ai évoquées, s'il y a des expérimentations avec des animaux, elles les respectent, etc. Et donc pour ça, il faut un comité qui, normalement, donne sa certification. L'Europe, ensuite, a copié ça et elle demande ce genre de choses. Alors, ces comités opérationnels, il commence à y en avoir un certain nombre. Alors, pour les sciences de la vie et de la santé, l'INSERM a un comité, il y a eu un comité au CNRS, puis ensuite il a disparu. Et les projets liés aux sciences de la vie et de la santé sont expertisés par l'INSERM. Mais pour d'autres disciplines, par exemple pour l'informatique, lorsqu'il y a des expérimentations avec des sujets humains, pour les interfaces homme-machine, il n'y a pas grand-chose. On est un peu embêté. En tout cas, au CNRS, il n'y a rien. Donc, c'est un vieux serpent de mer. Moi, je me suis battu depuis 7 ou 8 ans pour qu'on en mette un en place. C'est un peu difficile, mais je ne désespère pas. Enfin, bon, moi, je quitte, mais je crois que ça a progressé. Normalement, ça devrait se mettre en place. Donc, ça, c'est un deuxième type de comité d'éthique. Troisième chose, des comités de régulation qui ont pour but d'établir des normes. Par exemple, en intelligence artificielle, il y a un comité européen, High Level Groups on Intelligence, où l'UNESCO a mis en place un comité. Donc ça, c'est le but, c'est d'avoir des espèces de ensemble de règles qui seraient ensuite, qui s'imposeraient ensuite aux différents pouvoirs législatifs, puisqu'ils seraient internationaux, ces règles. Et puis enfin, la dernière chose, c'est le traitement des inconduites scientifiques. Alors ça, c'est ce qui se produit dans les universités, normalement, maintenant où il y a des référents à l'intégrité scientifique, et normalement, bien sûr, s'il y a une fraude qui est détectée, à ce moment-là, on prend des mesures, mais l'idée de ces comités, c'est qu'ils instruisent les dossiers, s'il y a des allégations de fraude, qu'ils soient capables de mener l'enquête. Et au CNRS, il y a
une mission à l'intégrité scientifique qui est dirigée par Rémi Mossery. Et puis il y a 4-5 personnes selon les champs disciplinaires. Donc voilà, je crois que c'est important que vous ayez bien cette vue d'ensemble des différents comités d'éthique, sinon effectivement on risque de confondre un tout petit peu des choses qui n'ont aucun rapport. Les comités d'éthique de réflexion ne traitent pas de cas particuliers. En revanche, bien sûr, les référents intégrité scientifique, oui justement, c'est leur but, c'est d'instruire des dossiers sur des cas particuliers. Alors, rôle et limites des comités d'éthique, je ne parlerai pas des limites des comités de réflexion, même s'il y en a, je parlerai peut-être tout à la fin de la limite des comités de régulation, parce que je trouve que ça pose un certain nombre de problèmes, mais je vais juste porter une réflexion sur les comités d'éthique. Il y a quelques années, ça fait quoi, 2017, ça fait donc 4 ans, un article paraît dans une revue de psychologie sociale qui explique qu'avec les réseaux de neurones profonds, on est capable de détecter l'orientation sexuelle. Bon, c'est assez étonnant. Bon, quand on s'y connaît un peu, il suffit de regarder, enfin, on n'a pas besoin de s'y connaître pour rendre compte que c'est assez problématique parce qu'il prenait des photos d'individus qui avaient été dans des réseaux sociaux, enfin, de rendez-vous, enfin, et ils donnaient leur orientation sexuelle, ils donnaient leurs photos, et à partir de ça, on faisait de l'apprentissage dessus. On n'est pas du tout certain, bien sûr, que c'était vraiment le visage. Hein. L'article, en plus, est très étonnant, parce qu'il vous explique que c'est normal, parce que il dit, on n'est pas capable de le prouver, mais certainement, hein, c'est un excès d'hormones dans un sens, dans le ventre de la mère, qui conduit à la fois une physionomie particulière et une orientation sexuelle. C'est assez surprenant. Hein. Donc ce sont les mères qui sont responsables. Hein. Ça, on le sait. Bon, je dis ça en rigolant, mais c'est assez choquant. Mais moi, ce qui est le plus choquant, c'est que ça, c'est la première version parue sur le net. Et qu'est-ce que vous voyez sur cette première version, ici? This study has been approved by the IRB at Stanford University. Alors d'abord, ce n'est pas une petite université quand même. Et le Institutional Review Board, c'est le comité opérationnel d'éthique. Donc ça donne un peu froid dans le dos. Ça. Alors effectivement, il a vérifié que les données, on respectait la protection de la vie privée, que les noms, etc., qu'on n'allait pas utiliser ça contre les individus, etc. Mais il n'en demeure pas moins que cette recherche qui, moi, je pense, est extrêmement problématique en tant que telle, parce qu'elle nie la liberté. Et le changement, en plus, c'est bizarre, parce qu'il y a quand même plein de gens qui changent d'orientation sexuelle pendant leur vie, ça dit, non, c'est prédéterminé. Alors, ils ont récidivé. En 2021, facial recognition can expose political orientation from naturalistic facial. C'est-à-dire que là, il dit carrément l'orientation politique, il y a des gueules de fachos, il y a des gueules de communistes. Bon, c'est assez incroyable, hein, avec le même type de démarche, on rejoint des vieilles théories que peut-être dont vous avez peut-être entendu parler, ce qu'on appelait la physiognonomie, c'est-à-dire le lien entre la configuration, enfin les traits l'expression faciale, et puis le caractère, ce qui a conduit entre autres Cesare Lombroso en Italie à écrire un livre sur l'homme criminel. Enfin, ça a eu des conséquences tout à fait catastrophiques. Alors. Donc ça, c'est juste parce que je voulais vous montrer les comités, puis les problèmes que ça pouvait poser. Je reviendrai sur les comités de normalisation. Alors, deuxième chose, l'intégrité scientifique. Et première question, est-ce que c'est un luxe? Alors, vous aviez, au moment du confinement, on a eu un certain nombre de médecins qui ont expliqué que dans l'urgence, il fallait tout faire et que... même si ce n'était pas tout à fait vérifié, ce n'était pas grave parce que c'était urgent. Alors pour essayer d'évoquer ça, je reprends une phrase que j'aime beaucoup, qui a été citée par un homme politique dont vous avez peut-être le souvenir, Édouard Philippe, lors de la cérémonie d'ouverture des festivités des 80 ans du CNRS. C'était à Maubert Mutualité, enfin dans la mutualité. Et là, il a rappelé cette phrase de Raymond Aron dans la préface à l'ouvrage de Max Weber, Le savant et le politique. La vocation de la science est inconditionnellement la vérité. Il a poursuivi, non sans humour, en disant
le politique ne tolère pas toujours qu'on la dise. Alors, je crois que je la note parce que je crois qu'il faut se souvenir de ça. Parce que je crois que c'est essentiel dans nos métiers. C'est la vérité. Et justement, les méthodes d'intégrité scientifique, c'est de s'assurer qu'on se rapproche le plus de la vérité. Et donc, effectivement, quand un certain nombre de médecins nous ont expliqué que, bon, ok, leurs études, elles étaient rapides, mais tout se justifiait, on a pensé que non, et ça nous a conduit à publier un communiqué du COMETS. Bon, normalement, on publie des avis, mais de temps en temps, on a publié quelques communiqués. Et celui-là nous a semblé important. Je vous en résume, une petite partie, il n'était pas gros. Rien ne justifie qu'au nom d'un pragmatisme de l'urgence, on contourne les exigences de la démarche scientifique et les procédures usuelles, en particulier la fiabilité et la transparence des méthodes utilisées. L'évaluation critique des publications par les pairs et l'absence de conflit d'intérêts. On va revenir sur l'absence de conflit d'intérêts, mais je vais quand même évoquer ce qu'on entend par inconduite scientifique, par l'intégrité scientifique. Alors, la chose la plus marquante, c'est ce qu'on appelle les fraudes. Alors, une philosophe du Collège de France caractérise ça comme étant, avec le sigle, et elle reprend une terminologie américaine, FFP, fabrication, falsification des données, plagiat. Alors, bon, je le reprends parce que c'est officiel. Je pense qu'il y a une différence fondamentale entre les deux. Parce que fabrication et falsification des données, c'est extrêmement grave, parce que c'est un crime contre la vérité. J'ai dit, en tant que scientifique, cette vérité, approcher la vérité, le fait de tricher de ce point de vue-là est extrêmement grave. Le plagiat est quelque chose de grave, mais pas contre la vérité. Le plagiat, c'est un crime contre une personne. Et je crois qu'il faut bien distinguer les deux parce que la nature de la faute n'est pas la même si les deux sont des fautes très graves. Alors ensuite, derrière ça, il y a l'idée, et ça on a souvent développé ça, l'idée d'une science intègre et responsable. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et je crois que c'est intéressant d'en discuter ici, dans le cadre de cette réunion du Carnot, parce que vous allez voir que c'est l'idée d'une science pure. Or, bien sûr, dans les domaines appliqués et partenariats, on n'a pas toujours affaire à une science pure. Alors, j'ai repris ici les grands principes de cet idéal de science pure qui ont été exprimés, souvent référencés, comme venant des travaux de Robert Morton, qui est un philosophe des sciences, qui, dans les années 70, a essayé de caractériser cette science pure. Et il dit donc qu'il y a 4 points, je résume bien sûr, le partage des idées et des découvertes. Une science pure, ça doit bénéficier à tout le monde. Et on voit d'ailleurs toute la réflexion sur la science ouverte, etc. On va revenir, parce que c'est pas évident. Deuxième chose, ça doit être universel. Et là, je suis plutôt d'accord. Et aujourd'hui, il y a des critiques sur l'universel. Je n'en parlerai pas ici, mais ça pose des problèmes. Ensuite, des intérêts personnels. Alors ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire, des intérêts personnels? Et puis ensuite, scepticisme organisé. Ça, je crois que c'était vraiment essentiel. L'idée de scepticisme organisé, ça veut dire que ce n'est pas un scepticisme, ça veut dire que c'est une mise en cause systématique de toutes les hypothèses, mais pas comme un sceptique, c'est-à-dire qui rejetterait tout, mais qui questionne tout. On dit, le scientifique, c'est celui qui se lève la nuit. C'est un anxieux. C'est quelqu'un qui doute. Alors, remarque, ça c'est valable pour la recherche publique, je l'ai dit. Qu'est-ce qui en va pour la recherche partenariale? Alors, on pourrait bien sûr en discuter longtemps, je ne vais pas le faire, mais simplement, pourquoi ça pose problème pour la recherche partenariale? Parce que, pardon, je crois que je l'avais mis, parce que, effectivement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un partage des idées et des découvertes? Pas toujours, parce que souvent quand on travaille en partenariat avec une entreprise, il y a des impératifs qui font qu'on ne peut pas tout partager. Et puis d'autre part, est-ce qu'il y a un désintérêt personnel? Non. Enfin, il y a un moment donné où la recherche partenariale va déboucher sur des contrats. Donc ce sont des questions, je crois, qu'il faut poser. Alors, troisième chose plutôt, les infractions à l'éthique scientifique. Donc c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a dans la pratique de la recherche qui peut poser problème? J'ai dit des expérimentations qui ne respectent pas les règles et puis des résultats potentiellement néfastes pour l'humanité. Donc on revient à ce qu'on a dit. Et puis il y a un dernier point qui
qu'est-ce qu'on appelle les QRP en anglais, Questionable Research Practices, les pratiques de recherche discutables. Alors qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la zone grise entre la fraude d'un côté, là, qui est tout à fait condamnable. Il y a un plagiat, il y a un plagiat. Il y a une falsification de données, il y a une falsification de données. Et puis, des choses qui sont plus ou moins discutables. Et ça dépend des disciplines scientifiques. Alors, j'en ai donné une liste ici. Par exemple, décider d'exclure des données après avoir vu leurs impacts sur les résultats. Alors ça, bien sûr, c'est pas bien. Il y a des domaines où c'est vraiment extrêmement problématique, d'autres domaines où ça peut, voilà, quelquefois. Si on regarde dans l'histoire des sciences, d'ailleurs, on sait que, par exemple, Kepler, il avait éliminé un certain nombre de données. On va revenir là-dessus, mais c'est juste que, je crois qu'il faut bien comprendre, c'est que ces notions d'intégrité scientifique posent, ou plus exactement, doivent être discutées au regard de l'épistémologie des disciplines scientifiques. Et bien sûr, ce n'est pas la même chose. Vous voyez, par exemple, le cahier de laboratoire. Donc en biologie, normalement, les chercheurs doivent avoir un cahier de laboratoire. Bon, chez nous, en informatique, on n'a pas de cahier de laboratoire. Et ce serait un peu absurde d'avoir un cahier de laboratoire, parce que ça n'a pas le même sens, bien sûr. C'est juste pour bien comprendre que ce sont des règles qui sont variables selon les domaines d'expertise. Alors, je voulais évoquer là un article que je ne sais pas si vous l'avez tous lu, mais vous en avez tous entendu parler. Alors, juste, je résume, 26 patients recrutés dans un centre, 16 patients recrutés dans un autre sens, donc théoriquement on doit avoir 2 bras, mais ils sont inégaux, et en plus de ça, vous voyez, dans le deuxième bras, c'est soit des patients qui sont recrutés dans un autre centre, soit les patients du même centre qui ont refusé le traitement. Donc là, on n'est vraiment pas en double aveugle. Critère étudié, virologie après 6 jours, et ensuite parmi les 26 patients traités, 6 sont perdus de vue, et on les a éliminés. Et parmi les 6 perdus de vue, il y en a un qui est mort, et 2 qui sont en réanimation. Alors quand on a une maladie qui fait à peu près 5% de morts, chercher l'erreur, enfin, c'est absurde, ce genre de choses. Et ce que j'ai trouvé très problématique, c'est qu'en tant que scientifique, vis-à-vis du grand public, on ne soit pas arrivé à expliquer ce genre de choses. Bien sûr qu'il y a plein de scientifiques qui ont démontré ça, c'est pas le problème. Mais que, vous voyez, aux 20h, dans les chaînes d'information, ce qui, quand même, à mon sens, ridiculise n'importe quel enfant de 10 ans est capable de comprendre ça, et bien ça, on ne soit pas arrivé à le faire. Oui ? J'ai une question, avec autant d'auteurs... Oui. Peut-être plus que de... Il y a plus d'auteurs que de patients, c'est ça? C'est hallucinant. Non mais vous vous rendez compte quand même ce qui s'est passé sur cette étude-là. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était problématique. Donc est-ce qu'on peut vraiment conduire un lien de causalité entre le traitement et la charge virale, Donc vous voyez, ces questions d'intégrité scientifique, c'est difficile parce que moi, on m'a dit, ah ouais, mais il faut que ce soit des spécialistes. Je dis non, là, c'est pas des spécialistes, il y a des cas où il faut des spécialistes. On n'a pas besoin d'être spécialiste pour comprendre que c'est une escroquerie. Alors ensuite, je voudrais qu'on parle des conflits d'intérêts, parce que ça, c'est une question vraiment importante. Donc je vous ai rappelé ce qu'il y avait sur les travaux de Merton. J'avais évoqué les problèmes des intérêts personnels et partage. Alors qu'est-ce que c'est que les conflits d'intérêts? Mais avant d'expliquer ce que c'est, je voudrais rappeler qu'il y a une évolution dans la recherche. Évolution, alors moi quand j'ai commencé, c'était déjà, on avait déjà des liens avec l'industrie, mais si on se ramène à la recherche dans les années 60 ou 70, ou même plus tôt, dans les années 50, les chercheurs étaient dans leur labo au CNRS et ils n'avaient surtout pas de relation avec les industriels, qui étaient considérés comme étant vraiment problématiques. Les industriels, c'était un peu la perversion de la recherche. À partir des années 80, les financements de la recherche faiblissent, les financements publics, et on incite les chercheurs à avoir des relations avec des partenaires extérieurs, et en particulier avec des partenaires industriels. Et les instituts Carnot, qui viennent plus tard, dans les années 2000, mais ils poursuivent cette volonté. Donc la vocation du scientifique, la quête de vérité demeure, on est toujours des scientifiques bien sûr, mais en même temps, cette quête de vérité va se retrouver un tout petit peu confrontée à des impératifs qui sont les impératifs du privé.
Alors pour essayer de résumer ça, je dis, quelles sont les activités du chercheur? Il y a grosso modo 3 types d'activités. On a des activités de recherche pure, on cherche effectivement des choses qui soient vraies, on fait des preuves, etc. Ensuite, il y a des activités d'évaluation, on passe son temps dans les commissions, on évalue les collègues, etc. Et puis il y a des activités d'expertise. Et les activités d'expertise, elles peuvent se faire dans les médias, dans les institutions publiques, ou par exemple pour le Sénat, et elles peuvent se faire aussi pour des partenaires privés. Et bien sûr, la recherche partenariale que vous avez, c'est de l'expertise pour des partenaires privés. Et alors, bien sûr, le grand public, dans ce contexte, suspecte le scientifique d'être dévoyé parce qu'il serait motivé par un intérêt qui serait autre que la pure recherche de vérité. Bien sûr, ça nous met dans une situation extrêmement difficile. Mais vous voyez que c'est quand même c'est délicat parce qu'on n'a pas arrêté de nous dire, depuis les années 80, qu'il fallait avoir des relations avec l'extérieur. Et bon, moi je trouve que c'est bien. Enfin, moi je suis ingénieur, je suis informaticien, on n'a pas arrêté. Mais vous voyez, vis-à-vis du grand public, on nous dit « Ah bah ouais, mais vous avez des conflits d'intérêts avec les grandes entreprises ». Donc je crois qu'il faut qu'on essaye de régler ce problème. Et pour ça, il faut qu'on puisse clarifier les choses et expliquer la nature de ces conflits d'intérêts. Alors pour ça, donc, on a écrit un rapport dans le cadre du COMETS sur les conflits d'intérêts. J'ai rappelé un certain nombre de définitions. Première chose, qu'est-ce que c'est qu'un conflit d'intérêts? Avant de définir un conflit d'intérêts, on va définir ce que c'est qu'un lien d'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une personne physique ou morale, morale c'est une entité, va tirer un avantage ou au contraire un désavantage, ça peut être un intérêt positif ou négatif, éventuellement tangible, matériel, ou intangible, moral, de sa relation avec une personne physique ou morale. Par exemple, vous avez une relation avec un industriel, vous avez un contrat avec lui, vous tirez un intérêt. Alors ça peut être personnel, ça peut être pour votre labo, ça peut être, etc. Donc ça, c'est un intérêt. Mais des liens d'intérêt, on en a tous. C'est normal. Et ça peut d'ailleurs être des intérêts affectifs. Et puis ensuite, le conflit d'intérêts. Alors qu'est-ce qu'on appelle le conflit d'intérêts? C'est des situations dans lesquelles une personne qui est en charge d'un intérêt autre que le sien n'agit pas, ou peut être soupçonnée de ne pas agir avec loyauté. Pourquoi? Parce que vous avez deux intérêts qui sont en tension l'un avec l'autre. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez un contrat avec une société privée, ce qui est normal. Je veux dire, c'est ce qu'on nous a demandé de faire, donc c'est normal qu'on le fasse. Mais d'un autre côté, dans une certaine situation où on vous demande par exemple de faire une évaluation pour une société, où on vous demande de parler dans les médias, et bien à ce moment-là, vous allez être influencé par votre contrat parce que vous allez avoir une sympathie particulière pour cette société. Éventuellement, vous allez défendre ses intérêts. Je crois que c'est important de bien distinguer les liens d'intérêt des conflits d'intérêt. Il n'y a aucun problème avec les liens d'intérêt. Les conflits d'intérêt, est-ce qu'il y a une incrimination pénale? Pas toujours. C'est-à-dire ce qu'on appelle conflit d'intérêt, ça c'est toujours le problème. Un conflit d'intérêt, c'est quelque chose de potentiel. On suspecte une personne d'avoir peut-être été influencée par un autre intérêt que l'intérêt de l'État ou que l'intérêt public. Mais ça n'est pas nécessaire qu'il l'ait fait. Mais oui, c'est cette suspicion qui aujourd'hui est tellement problématique dans l'esprit du public qu'elle devient une accusation. Alors comment faire pour lutter contre cela? L'idée, c'est... donc, d'abord, dans la recherche de la vérité, parce que j'ai dit il y a 3 tâches, recherche de la vérité, c'est un peu caricatural, mais je crois que c'est important. Recherche de la vérité, expertise et dans les médias. Alors, pour la recherche de la vérité, ce que serait un conflit d'intérêts, c'est le fait que, par exemple, pour avoir un indice de publication plus fort, vous allez passer outre un certain nombre de règles. Ça, ce sont des problèmes d'intégrité scientifique. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je ne reviens pas là-dessus. Mais on peut dire que... Ensuite, dans les tâches d'évaluation et d'expertise, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, je crois que l'essentiel, si on veut lutter contre ça, c'est de façon transparente, être capable de décrire ces liens d'intérêt. Alors, pas tous les liens d'intérêt, parce que vous avez des liens d'intérêt avec toutes vos petites amies ou vos petits amis. Et dans l'évaluation, normalement, vous n'allez pas déclarer avant « Ah ben oui, tiens, j'ai une aventure avec un tel il y a longtemps ». Non, vous ne faites pas. Mais en revanche, si vous êtes susceptible
si vous devez faire une évaluation de quelqu'un et que vous avez eu des liens, positifs ou négatifs d'ailleurs, à ce moment, vous devez le déclarer. Et à ce moment-là, bien sûr, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable, qui permette de juger ça. De même, si vous avez une expertise scientifique, il faut déclarer les entreprises avec qui on a eu des contrats qui sont susceptibles d'interférer dans cette évaluation, mais pas bien sûr les autres. Donc, alors ce sont des questions délicates pour l'instant. Justement, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait des mécanismes qui nous permettent de déclarer individuellement ces liens d'intérêt de façon confidentielle, parce que c'est pas la peine de les mettre sur de façon. Et ensuite, à une personne, bien sûr, d'apprécier si ces liens d'intérêt sont susceptibles d'interférer vraiment avec la tâche qui vous est confiée. Et puis enfin, dans la communication avec les médias, indiquer à quel titre on parle. Est-ce qu'on parle en tant que chercheur? Auquel cas, on va essayer de refléter dans nos propos ce qu'est l'état des connaissances. Ou est-ce qu'on parle à titre de militant? On a le droit de parler à titre de militant. Mais, parce qu'on a, dans un pays, on a une liberté totale d'expression, et ça c'est positif. Mais en tout cas, il faut bien distinguer les choses. Alors je vais donner deux exemples pour que vous compreniez bien. Michel Aubier, donc, qui était un pneumologue extrêmement connu, qui avait été salarié par le groupe Total pendant de nombreuses années, et qui, devant le Parlement, au moment où on lui parlait des problèmes des aérosols, a omis de déclarer ses liens d'intérêt avec le groupe Total. C'est extrêmement grave, parce que bien sûr, on peut penser qu'il a sous-estimé la dangerosité d'un certain nombre d'aérosols qui étaient liés à aux aspects, à la pollution atmosphérique. Il a été condamné, vous le savez tous, pour cela. Et puis je vais donner un deuxième exemple alors, de lien d'intérêt dans les médias, qui est assez récent. Vous vous souvenez, un sociologue qui s'appelle Laurent Micheli, qui est spécialiste plutôt de sociologie de différentes choses, de la surveillance, etc. Mais tout d'un coup s'est mis à avoir des positions sur les vaccins. Ce n'est pas du tout un spécialiste de la vaccination. Et il a mis le CNRS dans une position extrêmement délicate, puisqu'il a parlé au nom du CNRS. Donc que ce soit un militant anti-vaccin, et le CNRS ne souhaitait pas interdire à Laurent Micheli de parler dans les médias, mais qu'il s'exprime lorsqu'il parle en tant que militant concerné par la question des vaccins. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors, dans le cadre du comité d'éthique du CNRS, on a rédigé un avis sur la communication scientifique en temps de crise. Dans les recommandations, il y a 2 recommandations qui ont été reprises par le communiqué du CNRS, et je les cite ici. En s'exprimant dans l'espace public, le chercheur engage sa responsabilité de scientifique. S'il fait état de sa qualité, il doit préciser à quel titre il prend la parole. En spécialiste apportant son expertise sur le sujet débattu, en tant que représentant de l'organisme de recherche ou d'une institution, ou bien à titre de citoyen engagé, voire de militant. Ça, je crois que c'est vraiment tout à fait essentiel. Sinon, bien sûr, on va décrédibiliser systématiquement la parole des chercheurs, puisqu'on pourra suspecter que derrière, il y a une personne privée qui s'exprime, et donc, à ce moment-là, ça n'est plus l'ensemble de la communauté scientifique. Il se peut qu'il y ait des controverses scientifiques, mais on est capable de faire état des controverses, et c'est normal qu'il y ait des controverses scientifiques. Mais ce n'est pas la même chose qu'une controverse publique. Il faut bien distinguer, je crois. Ce qui est une controverse scientifique, c'est un débat qui est amené à être dépassé, parce qu'il doit y avoir des faits empiriques ou des démonstrations qui permettent de mettre fin à la controverse, quitte à engager de nouvelles controverses. C'est comme ça que la science avance. Et puis la controverse dans l'espace public, c'est une controverse de conviction, ce qui est totalement différent. C'est le fait qu'on a une idée a priori, à ce moment on peut débattre, mais ça n'est pas du même ordre. Et ça, je crois que c'est vraiment extrêmement important. Et puis la dernière chose que je voudrais évoquer sur ces questions de conflit d'intégrité, c'est ce qu'on appelle l'achat de signature. C'est une histoire, je ne sais pas si vous avez lu cet article paru dans le 29 septembre, donc il n'y a quand même pas très, très longtemps. C'est un professeur tout à fait, c'est un chercheur ou professeur, je ne sais pas, qui travaille à l'ENS, un informaticien spécialiste de cryptologie. Et qui a tous les prix, il est très connu, il est à l'IEF, etc. Et alors je vais raconter l'histoire, ici. Un
un médicament qui ne rendait pas beaucoup de service, l'HAS, la Haute Autorité de la Santé, a voulu le dérembourser. Et les industriels qui produisaient ce médicament n'étaient pas très contents. Alors, ils ont dit, est-ce qu'on peut faire une étude? Et l'HAS a dit d'accord. Et ils ont confié à une société privée le soin de faire une étude. Cette société privée s'appelle Laser. Et puis, la société privée conclut que, effectivement, le service rendu par le médicament, je crois que c'était un médicament sur des problèmes articulaires, et donc le point final, c'est de voir est-ce qu'on consommait moins d'analgésisants avec ce médicament. Parce que les analgésiques, c'est mauvais et ça coûte cher. Puis on s'est rendu compte que ça changeait rien du tout. Et donc, parmi ces 6 laboratoires, 5 se sont résignés, et un n'était pas du tout content, c'est le laboratoire Genevrier. Alors, il a contesté les résultats, et il a demandé à un informaticien du LIENS, donc le laboratoire d'informatique de l'ENS, qui n'a jamais travaillé sur les expérimentations médicales, mais qui est cryptologue, et donc qui pouvait travailler sur les fraudes, ils lui ont dit, ben voilà, les données ont été truquées. Et il s'est fait payer la somme rondelette de 260 €. Et cet informaticien, David Nakache, a dit oui, il a rédigé un rapport de 10 pages, il dit oui, il y a des irrégularités. Hein, par exemple, il y a des valeurs manquantes. Alors, ou alors il y a des valeurs qui se suivent, c'est pas du tout normal. Alors le comité scientifique de la société Laser a décidé de faire une contre-expertise. Ils ont demandé à 2 experts parallèles de faire la contre-expertise. Et en fait, ils ont vu qu'il n'y avait pas d'irrégularité. Les valeurs manquantes, c'est parce que si vous avez une douleur articulaire, on dit est-ce que vous avez une douleur articulaire? Oui, on vous demande au genou, à la hanche, etc. Non, bien sûr, on ne répond pas si c'est au genou, à la hanche, etc. C'est ce genre de choses. Et alors c'est très intéressant ça, parce que vous voyez, ça vous montre... donc, alors c'est pas tout à fait un problème d'intégrité scientifique, parce qu'au fond, bon, en tant que scientifique, il n'est pas mis en cause. Hein, c'est un scientifique qui, dans un domaine d'expertise qui n'est pas le sien, va être capable de signer une étude, et c'est le prestige de son institution qui va permettre de valider l'étude. Alors, ceci étant, ça n'a eu aucun effet sur la Haute Autorité de la Santé, parce qu'elle a compris que ça ne changeait pas la nature des conclusions de l'étude. Mais bien sûr, ça peut jeter un certain discrédit sur l'activité des chercheurs. Mais ceci étant, en France, a priori, ces 260 kilo € qu'il a gagnés, ils sont dans sa poche. Hein. Entre-temps, c'est pas... Mais ça pose... Enfin, moi, ça me pose des petits problèmes, quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Puis je voulais conclure sur les questions d'éthique, de normes et de régulation. Alors moi, je suis dans le domaine de l'intelligence artificielle, et il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre de comités d'éthique qui se sont réunis. Hein. En 2019, un article qui a été publié dans Nature Machine Intelligence dénombrait plus de 84 comités d'éthique. Puis il y en a eu d'autres depuis. Hein. Et à l'époque, il y avait plus de 62 principes et recommandations. Alors je donne quelques exemples de comités d'éthique, mais il y en a plein, je ne peux pas tous les mettre sur un transparent. Alors, quand on est ingénieur, hein, et je pense que vous l'êtes aussi, vous imaginez ce que vous faites avec 62 principes et recommandations hein, avant de réfléchir. Hein, c'est bien sûr absurde. Alors, sans compter que ces principes sont antithétiques les uns avec les autres. Alors, je vais en prendre 2. La protection de la vie privée. Vous êtes tous d'accord, il faut protéger la vie privée. La sécurité, vous êtes tous d'accord, il faut la sécurité. Mais bien sûr, il y a une tension entre les deux. C'est-à-dire que si vous voulez assurer la sécurité, que ce soit la sécurité sanitaire ou la sécurité dans l'espace public, il faut avoir un certain nombre d'informations sur les individus. Puis on va prendre autre chose, la transparence. Je suis sûr que vous êtes tous pour la transparence. Enfin, j'imagine que personne n'est pour l'opacité. Vous êtes d'accord que la transparence et la protection de la vie privée, c'est un peu antinomique. Enfin, tout ça, juste pour que vous voyez un peu les problèmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces institutions de normalisation, elles sont investies par les grands acteurs de l'Internet. Par exemple, vous voyez, Facebook, il y a régulation, ils sont présents dans tout. Puis vous trouverez Google, etc., ce qui pose un certain nombre de problèmes. Et puis, vous allez voir quelque chose de beaucoup plus intéressant, l'apparition de la Chine. Xi Jinping annonce
que la Chine va s'intéresser de plus en plus aux normes. Et en particulier, parce que Huawei est très impliqué dans la 5G, et que les normes sont vraiment essentielles pour assurer l'interopérabilité des systèmes, donc la Chine veut s'investir dedans. Alors elle produisait 0,2% des normes il y a 10 ans, maintenant elle en produit 1,7% et elle voudrait aller plus loin dans la production de normes. Et il dit d'ailleurs, là, dans une conférence qui a été... alors c'est une conférence qui a été publiée en juillet 2020, mais il y a eu un très bon article que je cite ici dans la Fondation pour la recherche stratégique de septembre 2021, parce que je ne lis pas le chinois. Et donc il dit, c'est une norme liée à l'intégration de la sagesse chinoise dans les normes internationales. Ça fait un tout petit peu frémir. Je crois que ce que je voulais vous montrer là, c'est que ces questions de normes sont des questions politiques, des questions majeures pour le futur. Et donc, l'éthique ne doit pas être confondue tout à fait aux normes. On n'est pas tout à fait dans le même registre. Donc, ne pas confondre l'éthique et le droit. Le droit, c'est un ensemble de lois, ici. C'est voté normalement par des assemblées. On distingue les lois naturelles et les lois humaines. Les lois naturelles, c'est ce qu'on étudie en tant que scientifique. Les lois humaines, ce sont des décisions. Et la loi est sanctionnée. Si on enfreint une loi, normalement, il y a une punition. Et ça définit le permis et le défendu. Et l'éthique et la réglementation, ça n'est pas la même chose. La réglementation, c'est la régulation. Ce sont des normes ou des règles administratives qui caractérient le droit. Et souvent, ça ne vient pas de la loi. Et c'est ça qui est très problématique avec la régulation, c'est que ça s'impose au-delà de la loi, parce que la loi est votée par le Parlement, on change de majorité, on est capable de changer de loi, mais à partir du moment où c'est une régulation, ça s'impose au-delà. Et vous voyez bien pourquoi des grands opérateurs comme les GAFAM veulent imposer des normes, parce que ça va au-delà des lois, et bien sûr, ils ont, à mon sens, l'ambition d'assumer à la place des États un certain nombre d'attributs de la souveraineté, ce qui, je crois, pose des problèmes majeurs pour le futur. Et il faut, je crois, clarifier les choses. Et en tout cas, c'est de toute façon pas de l'éthique. Alors je vais conclure ici. L'éthique, j'ai dit, c'est plutôt la réflexion. Et je crois que c'est pas simplement des normes. Et je crois qu'on a besoin d'éthique, on a besoin de réfléchir sur ce que l'on fait, sur ce qui est possible et sur les conséquences que ça peut avoir sur toute la société. Et je voudrais citer cette phrase de Vladimir Yankelevitch. Je vous disais que c'est un philosophe qui a vécu donc, la Seconde Guerre mondiale. C'était un résistant héroïque, et puis ensuite il a été philosophe en particulier dans les années 60-70, il a écrit un énorme traité des vertus, qui fait 800 pages. Et bon, il y a des choses tout à fait extraordinaires, c'est un philosophe remarquable. Mais il y a une petite phrase que j'ai trouvée dans un de ses interviews. Le mal, c'est la disjonction des vertus. C'est d'avoir une vertu sans les autres. Le mal, c'est d'être courageux sans être sincère, sincère sans être juste, etc. Et je crois que c'est vraiment essentiel, c'est-à-dire que ce ne sont pas les valeurs qui sont importantes, c'est toujours l'arbitrage, les compromis entre les valeurs. Je l'ai évoqué tout à l'heure, pour ce qui m'intéresse en tant qu'informaticien, les questions de protection de la vie privée, les questions, et ça c'est positif, la transparence c'est positif, la sécurité c'est positif. Par exemple, souvent on parle de la discrimination, il faut lutter contre la discrimination, mais en même temps l'inclusion ça peut être positif, et vous voyez bien qu'il y a des tensions entre toutes ces valeurs, toutes ces exigences. Et justement, l'objet de l'éthique, c'est d'y réfléchir et de savoir quels sont les équilibres que l'on va être capable d'établir. Aujourd'hui, le mal, c'est de défendre la protection de la vie privée sans se soucier de la transparence, promouvoir la transparence sans s'assurer de la sécurité des individus, défendre la sécurité sans s'occuper de la liberté. Vous vous souvenez, au moment... l'an dernier, au moment de la pandémie, beaucoup s'inquiétaient des applications de traçage, parce que ça faisait éventuellement, ça posait problème pour la vie privée des individus, mais ils le faisaient quelquefois de façon très excessive, sans se soucier de la sécurité collective et de la solidarité nécessaire. Donc tout ça, je crois, sont vraiment des questions éthiques. Il n'y a pas de réponse immédiate, mais je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir les débattre. Voilà. Donc le rôle de l'éthique, c'est de discuter des compromis nécessaires entre ces vertus dans chaque situation concrète. Merci.